La fourmi électrique de Philippe Cadic. À 4h15 standard de l'après-midi, Garson Poole s'éveilla dans un lit d'hôpital, sut que c'était bien un lit d'hôpital, dans une chambre à 3 lits, et sut aussi 2 choses, il n'avait plus de main droite et il n'éprouvait aucune douleur. On a dû m'administrer un analgésique puissant, se dit-il, en contemplant le mur opposé, dont la fenêtre donnait sur le centre de New York. Des labyrinthes entrecroisés où voitures et piétons se précipitaient en jetant 1000 feux sous un soleil dont il trouva plaisant l'éclat déclinant. Ils ont encore du temps devant eux, songea-t-il. Et moi aussi. Il y avait un phone sur la table de chevet. Il hésita, puis composa le numéro donnant accès à une ligne extérieure. L'instant d'après, il se retrouvait face à face avec Louis Danseman, qui se chargeait de la direction de Triplan quand lui-même, Garson Poole, était occupé ailleurs. « Dieu merci, vous êtes vivant, dit Danseman. Son visage large et charnu, à la peau grêlée comme la surface de la lune, s'épanouit sous l'effet du soulagement. J'ai appelé tous les... Mais je n'ai plus de main droite, dit Poole. Ça peut s'arranger. J'entends par là qu'on va vous en greffer une autre. Depuis combien de temps suis-je ici, sans qui, Poole? Il se demanda où étaient passées les infirmières et les médecins. Ils auraient dû être sur son dos, à le réprimander, et à émettre un tas de petits claquements de langue désapprobateurs parce qu'il téléphonait. 4 jours, répondit Danseman. Ici, à l'usine, tout va comme sur des roulettes. En fait, on a hérité de commandes émanant de 3 polices différentes, toutes sur Terra, 2 dans l'Ohio, 1 dans le Wyoming. De bonnes grosses commandes fermes, 1 tiers d'avance et l'habituel crédit bail de 3 ans. Venez me sortir d'ici, dit Poole. Je ne peux pas faire ça tant que votre nouvelle main n'a pas été... Je la ferai greffer plus tard. Il avait une envie dévorante de retrouver son environnement familier. Le souvenir du Squib Cargo se profilant, grotesque, sur l'écran de contrôle lui revint vaguement en tête. En fermant les yeux, il se revoyait à bord de son appareil endommagé, télescopant un engin après l'autre en faisant au passage de terribles dégâts. Ces sensations cinétiques, il fit la grimace en se les remémorant. « Je dois reconnaître que j'ai eu de la veine, s'avoua-t-il. »« Sarah Benton est-elle près de vous, fit Danseman. »« Non. » Bien sûr, ne serait-ce que pour des raisons professionnelles, sa secrétaire particulière devait être dans les parages, histoire de le materner à sa manière ennuyeuse et juvénile. Toutes les femmes un peu fortes adorent materner les autres, songea-t-il. Et elles sont dangereuses. Si elles vous tombent dessus, elles peuvent vous tuer. C'est peut-être ça qui m'est arrivé, dit-il à voix haute. Sarah est tombée sur mon squib? Pas du tout. C'est un des essieux de votre aileron directionnel qui s'est rompu en pleine heure de pointe. Là-dessus, vous... Oui, je m'en souviens. Il se retourna dans son lit. La porte de la chambre s'ouvrait. Un médecin en blouse blanche apparut en compagnie de 2 infirmières en bleu. Ils s'approchèrent. « Je vous rappelle », conclut Poole en reposant le combiné. Il inspira à fond, anxieux d'entendre ce qu'on avait à lui annoncer. « Vous ne devriez pas phoner déjà », observa le médecin en examinant sa feuille de soins. « Mr. Garson Poole, propriétaire de Triplan électronique. Fabricant de fléchettes identifiantes aléatoires capables de repérer leur proie dans un rayon de 1500 km en se fondant exclusivement sur le tracé encéphalique. Vous êtes un homme qui a réussi, Mr. Poole. Malheureusement, vous n'êtes pas un homme, mais une fourmi électrique. »« Quoi ?» s'écria Poole ébahi. « En conséquence, nous ne pouvons pas nous occuper de vous maintenant que nous sommes au courant. Naturellement, nous l'avons vu dès que nous avons procédé à l'examen de votre main droite blessée. Nous y avons découvert des composants électroniques et la radiographie du torse a confirmé notre hypothèse. Mais qu'est-ce qu'une fourmi électrique sans qui, Poole ? Qui pourtant le savait très bien. L'expression, en fait, n'avait pas de mystère pour lui. Une infirmière répondit « Un robot organique. » « Je vois. » Une transpiration glacée perla sur tout son corps. « Vous l'ignoriez, fit le médecin. »« Oui, » dit Poole en hochant la tête. Le médecin reprit « Il nous arrive une fourmi électrique à peu près 1 fois par semaine.
On nous les amène soit à la suite d'un accident de squib, comme dans votre cas, soit parce qu'elles ont elles-mêmes demandé à être admises. Quand elles n'ont jamais été informées de leur nature, quand elles ont vécu parmi les humains en se croyant humaines. Quant à votre main, il marqua une pause. « Ne parlons plus de ma main, répondit Poole, farouche. Restez calme. Le médecin se pencha sur lui et le dévisagea avec acuité. On va vous expédier par voie fluviale dans un atelier où vous pourrez faire réparer votre main ou changer les pièces nécessaires à un tarif raisonnable. Que ce soit pour vous, si vous vous appartenez, ou pour vos propriétaires, le cas échéant. Quoi qu'il en soit, vous retournerez bientôt reprendre votre poste chez Triplan, comme si de rien n'était. Sauf que maintenant, je suis au courant, fit Poole. Était-ce aussi le cas de Danseman, de Sarah, des autres? Avait-il été acheté par un ou plusieurs d'entre eux, voire tous? Ou bien conçu, peut-être? Une figure de proue, se dit-il. Voilà ce que j'ai été jusqu'à présent. Je n'ai jamais dû diriger réellement la société, c'est une illusion qui a été implantée en moi quand on m'a fabriqué. En même temps que l'illusion d'être humain et vivant. Avant de partir pour l'atelier de réparation, dit le médecin, auriez-vous la bonté de régler votre note au bureau des admissions? Poole rétorqua d'un ton acide. Pourquoi y aurait-il une note à payer puisque vous ne soignez pas les fourmis? Parce que nous nous sommes tout de même occupés de vous jusqu'au moment où nous avons découvert la vérité, expliqua une infirmière. Eh bien, envoyez-moi la note, à moi ou à ma société, gronda Poole en cédant à une rage impuissante. Au prix d'un effort considérable, il réussit à s'asseoir. En proie au vertige, il posa par terre un pied hésitant. Je ne serais pas fâché de m'en aller d'ici, dit-il en se mettant debout. Et je vous remercie pour l'humanité de vos soins. Merci à vous, Mr. Poole, répliqua le médecin. Mais peut-être devrais-je plutôt dire Poole tout court. Une fois à l'atelier, il fit remplacer sa main manquante. La nouvelle se révéla fascinante. Il l'examina longuement avant de laisser les techniciens les lui ajuster. En surface, elle paraissait parfaitement organique, et d'ailleurs en surface, c'était le cas. L'épiderme était naturel, le derme aussi, et dans les veines et les capillaires coulait du sang authentique. Mais en dessous luisaient des fils électriques, des circuits imprimés, des composants miniaturisés. Dans les profondeurs du poignet, il distingua des valves, des moteurs, des soupapes à expansion multiples, le tout d'une grande complexité et ramené à d'infimes proportions. La main lui coûta 40 frogs, 1 semaine de salaire. Est-elle garantie, demanda-t-il au technicien, occupé à souder la partie osseuse au reste de son corps. 90 jours, pièce et main d'œuvre, répondit l'un d'eux. Sauf en cas de mauvais traitement non prévu ou volontaire. C'est vaguement suggestif ce que vous me dites là. Le technicien, c'étaient tous des hommes, lui lança un regard perçant. Vous vous faisiez passer pour humain jusqu'ici? J'ignorais que je n'en étais pas un, répondit Poole. Mais maintenant, ce sera en connaissance de cause que vous vous ferez passer pour humain. Tout juste. Savez-vous pourquoi vous n'avez jamais deviné? Il y a pourtant bien dû y avoir des signes révélateurs, des cliquetis, des ronronnements internes de temps à autre. Eh bien, c'est parce que vous avez été programmé pour ne pas les remarquer. Maintenant, vous aurez autant de mal à savoir pourquoi on vous a fabriqué et pour qui vous opériez. Un esclave, fit Poole. Un esclave mécanique. Il y a quand même eu de bons moments. C'est vrai, je ne me plains pas de la vie que j'ai menée. J'ai beaucoup travaillé. Il régla les 40 frogs, fléchit ses doigts tout neufs, et les mit à l'épreuve en ramassant divers objets tels que des pièces de monnaie. Puis il s'en alla. 10 minutes plus tard, il était en route pour chez lui à bord d'un transporteur public. La journée avait été bien remplie. Une fois rentré dans son studio, il se versa une rasade de Jack Daniels Purple Label, 60 ans d'âge, et s'installa devant l'unique fenêtre afin de le savourer en contemplant l'immeuble d'en face. « Est-ce que je vais au bureau ?» se demanda-t-il. « Et si oui, pourquoi ? D'un autre côté, pourquoi pas ? Quelle solution choisir ? Bon sang. C'est drôlement déstabilisant de savoir qu'on est
Un phénomène de foire, se rendit-il compte. Un objet inanimé singeant à un objet animé. Pourtant, il se sentait vivant. Mais en même temps, il se percevait différemment. Lui et tous les autres, notamment Danseman, Sarah, tout le personnel de Triplon. « Je crois que je vais me tuer », se dit-il. Mais non, je suis certainement programmé pour ne pas le faire. Pour mon propriétaire, ce serait un coûteux gaspillage à amortir. Il n'y tient sûrement pas. Programmé. Quelque part en moi se trouve une matrice écran. Un filtre qui me rend imperméable à certaines pensées, certaines actions, et me force à en choisir d'autres. Je ne suis pas libre. Je ne l'ai jamais été, mais maintenant je le sais. Et ça change tout. Après avoir repacifié sa fenêtre, il alluma le plafonnier puis entreprit d'ôter ses vêtements avec soin, les uns après les autres. Ayant observé avec attention le travail des techniciens qui lui avaient greffé sa nouvelle main, il s'était fait une idée assez précise de la façon dont son corps était assemblé. Il y avait 2 accès principaux, un dans chaque cuisse. Les spécialistes en avaient ôté les plaques mobiles pour vérifier les circuits sous-jacents. Si je suis effectivement programmé, conclut-il, c'est sans doute là que se trouve la fameuse matrice. Il découvrit un labyrinthe de circuits qui le laissa sans voix. Il me faut de l'aide, se dit-il. Voyons. Quel est le code phone du BBB que loue le bureau? Il décrocha et composa le numéro permettant de joindre l'ordinateur central, là où il se trouvait effectivement, c'est-à-dire à Boise, dans l'Idaho. « Les services de cet ordinateur sont facturés 5 francs par minute, dit une voix mécanique dans le phone. Veuillez tenir votre carte crédit devant l'écran. » Il obéit. « Quand vous entendrez la tonalité, vous serez en liaison avec l'ordinateur, » poursuivit la voix. « Veuillez l'interroger le plus rapidement possible en tenant compte de ce que la réponse vous sera fournie en 1 microseconde environ, alors que l'interrogation, elle... » Il baissa le son puis l'augmenta dès que l'entrée audio apparut sur l'écran. À partir de cet instant, la machine n'était plus qu'une vaste oreille tendue vers lui. Comme vers 50 000 autres interrogateurs aux 4 coins de Terra. « Scannez-moi », ordonna Poole, « et dites-moi où se trouve le nœud de code commandant mes pensées et mon comportement. » Il attendit. Sur l'écran du phone, un grand œil mobile à facettes multiples l'examina. Il se plaça bien en vue au milieu de son studio. L'ordinateur dit alors « Ôtez votre panneau pectoral en comprimant le sternum, puis en le tirant doucement vers l'avant. » Poole obtempéra. Une partie de sa poitrine se détacha. En proie à un léger vertige, il la posa par terre. « Je distingue des modules de commande, dit la machine, mais je ne vois pas quel est celui qui... » Elle s'interrompit et son œil balaya l'écran de droite à gauche. « Je perçois une bobine de ruban perforée au-dessus du mécanisme cardiaque. Vous le voyez ?» Poole tendit le cou et le vit également. « Je dois me déconnecter maintenant, reprit l'ordinateur. Quand j'aurai examiné les données dont je dispose, je vous rappellerai pour vous fournir une réponse. Bonne journée. » L'écran s'éteignit. « Je vais m'arracher ce ruban de la poitrine, se dit Poole. Il est tout petit. Pas plus gros que 2 fusettes de fil à coudre avec une tête de lecture montée entre dérouleur et récepteur. L'ensemble, bobine et ruban, était parfaitement immobile. Le dispositif doit se mettre automatiquement en marche afin de prendre la main quand les circonstances l'exigent, réfléchit-il, et court-circuiter le fonctionnement cérébral normal. Et dire qu'il en a été ainsi ma vie durant. Il posa la main sur le dérouleur. Il suffirait que je le détache et... L'écran du phone s'éclaira à nouveau. Carte crédit numéro 3BNX 882 HQR 446T, fit la voix de l'ordinateur. Ici BBB 307DR en réponse à votre question d'une durée de 16 secondes le 4 novembre 1992. La bobine de ruban perforée au-dessus de votre mécanisme cardiaque n'est pas un module de programmation mais un dispositif d'apport de réalité. Tous les stimuli sensoriels reçus par votre système nerveux central émanent de lui et toute intervention serait dangereuse, voire fatale. Il ajouta: en outre, vous ne paraissez équipé d'aucun conditionnement initial en matière de programmation. Demande satisfaite, bonne journée. L'écran s'éteignit une fois de plus. Poole, qui se tenait nu devant le phone écran, effleura à nouveau le dérouleur, avec d'infinies précautions.
Je vois, songea-t-il, éperdu. Mais est-ce bien sûr? Car ce module... Si je coupe la bande, mon monde va disparaître. La réalité subsistera pour les autres, mais pas pour moi. Parce que ma réalité, mon univers, me viennent de ce minuscule système, soumis à la tête de lecture qui elle-même les transmet à mon système nerveux central au fur et à mesure que la bande se déroule sans hâte, comme elle le fait depuis des années, décréta-t-il. Il se rhabilla, s'assit dans son grand fauteuil, un luxe importé de chez Triplan, et alluma une cigarette. Il reposa d'une main tremblante son briquet monogrammé, s'adossa confortablement et souffla un nuage de fumée grise. Il faut y aller doucement, se dit-il. Qu'est-ce que je cherche en fait? À court-circuiter mon programme? Non, puisque l'ordinateur n'en a pas trouvé. Suis-je bien sûr de vouloir intervenir dans le module d'apport réalité? Si oui, pourquoi? Parce que, répondit-il, si je maîtrise le module, je maîtrise la réalité par la même occasion. Du moins en ce qui me concerne personnellement. Ce qui concerne ma réalité subjective. Mais qu'y a-t-il d'autre de toute façon? La réalité objective n'est que le produit d'un raisonnement destiné à formuler l'universalisation hypothétique d'une multitude de réalités subjectives. Mon univers gît entre mes doigts, comprit-il. Si seulement j'arrivais à trouver comment fonctionne ce fichu machin. Au départ, tout ce que je voulais, c'était découvrir mon programme d'origine de façon à bénéficier d'un véritable fonctionnement homéostatique. À me prendre en main. Mais avec ceci, ça ne s'arrêtait pas là. C'était la réalité tout entière qu'il pouvait prendre en main. Et cela me distingue de tous les êtres humains ayant jamais vécu, songea-t-il, accablé. Il retourna au phone composer le numéro de son bureau. Danseman apparut sur l'écran. Il lui dit avec vivacité « Faites-moi apporter un jeu complet de micro-outils et un écran agrandisseur. J'ai un travail à effectuer sur des circuits imprimés. » Il coupa la communication. Il n'avait aucune envie d'en discuter. Une demi-heure plus tard, on frappait à sa porte. Il découvrit sur le seuil un de ses contremaîtres, chargé comme une mule de micro-outils en tout genre. « Comme vous n'avez pas précisé de quoi vous aviez besoin, au juste, déclara-t-il en entrant, Mr. Danseman m'a demandé de tout apporter. »« Et le système d'agrandissement optique ?»« Dans le transporteur, sur le toit terrasse. »« Peut-être que mon désir est en fait de mourir, songea Poole. Tout en fumant une cigarette, il regarda le contremaître installé dans le salon, l'écran pesant, son alimentation électrique et son tableau de commande. C'est un suicide, ce que j'envisage. Il frissonna. « Ça ne va pas, Mr. Poole ?» s'enquit le contremaître en se redressant après avoir déposé son fardeau. « Vous ne devez pas encore bien tenir sur vos jambes après votre accident ?»« C'est ça, » fit tranquillement Poole. Dissimulant sa tension, il attendit le départ du contremaître. Sous les lentilles grossissantes de l'appareil, la bande de plastique revêtait un aspect nouveau. On voyait à présent une large piste où couraient des centaines de milliers de trous. C'est bien ce que je pensais, se dit Poole. Ce ne sont pas des impacts magnétiques sur une couche d'oxyde de fer, mais des perforations. Sous l'oculaire, la bande défilait de manière visible. Très lentement et à une allure constante, certes, mais elle se dirigeait bel et bien vers la tête de lecture. À mon avis, réfléchit-il, les perforations représentent des oui, et les zones pleines, des non, comme dans un piano mécanique. Comment m'en assurer? En bouchant un certain nombre de trous, il évalua la quantité de ruban restant sur la bobine débitrice, calcula avec beaucoup de difficulté la vitesse de débit et aboutit à un chiffre. S'il modifiait la partie de ruban visible au point de passage sous la tête de lecture, il s'écoulerait 5 à 7 heures avant que ce moment particulier survienne. Il oblitérerait les stimuli à venir dans ce délai. À l'aide d'un micro-pinceau, il recouvrit de vernis opacifiant une section relativement étendue de ruban. Il avait trouvé le vernis dans la boîte à accessoires des micro-outils. J'ai dû effacer à peu près une demi-heure, estima-t-il. J'ai bien bouché 1 millier de trous.
Il serait intéressant de voir les changements, le cas échéant, que cela apporterait à son environnement 6 heures plus tard. Cinq heures et demie après ces événements, il prenait un verre avec Danceman au Crackers, un splendide bar de Manhattan. « Vous n'avez pas l'air bien », constata ce dernier. « C'est que je ne suis pas bien », répliqua Poole. Il vida son verre, un Scotch sour, et en commanda un autre. « Ce sont les conséquences de l'accident ?»« Oui, en un sens. » Danceman demanda « Est-ce une découverte que vous auriez faite sur votre propre compte ?» Poole releva la tête et le dévisagea malgré la lumière tamisée. « Ainsi vous êtes au courant ?»« Ce que je sais, » reprit Danceman, « c'est que je devrais vous appeler Poole et non Mr. Poole. Mais je préfère la seconde solution et je m'y tiendrai. » « Depuis combien de temps le savez-vous ?»« Depuis que vous avez pris la direction de la société. On m'a dit que les vrais propriétaires de Triplan, qui résident dans le système de Prox, préféraient que la firme soit dirigée par une fourmi électrique dont ils auraient le contrôle. Ils voulaient un dirigeant brillant et énergique. Que voulez-vous dire par les vrais propriétaires ? C'était la première fois qu'il entendait parler de ça. Nous comptons 2000 actionnaires répartis un peu partout. Marvis Bay et son époux Hernan, de Prox 4, possèdent 51% des parts, depuis le début. Pourquoi m'a-t-on maintenu dans l'ignorance ? On m'a demandé de ne pas vous le dire. Vous deviez vous croire seul à régenter la firme, avec mon assistance. Mais en réalité, je vous communiquais les instructions que les Bay me transmettaient. Je ne suis donc bien qu'un homme de paille, fit Poole. Sous un certain angle, oui. Mais pour moi, vous serez toujours Mr. Poole. Un pan du mur du fond s'évanouit. Et avec lui plusieurs personnes attablées non loin. Puis, derrière la grande paroi vitrée du bar, la ville de New York cessa brusquement d'exister. Voyant l'expression de Poole, Danceman s'alarma. « Que se passe-t-il » Poole répondit d'une voix rauque. « Regardez autour de vous. Vous voyez quelque chose de changé ?» Après un coup d'œil circulaire dans la salle, Danceman répondit « Non, quoi par exemple ?» Vous voyez toujours les gratte-ciel ? Mais bien sûr, malgré le smog et les lumières qui clignotent et... Maintenant je sais, affirma Poole. Il avait vu juste. Chaque perforation obturée entraînait la disparition d'un élément de réalité. Il se leva. À plus tard, je dois rentrer. J'ai du travail. Bonsoir. Il sortit à grands pas et une fois dans la rue, chercha un taxi. En vain. Eux aussi ont disparu, songea-t-il. Je me demande ce que j'ai encore pu effacer. Les prostituées, les fleurs, les prisons. Dans le parking du bar, il reconnut le squib de Danceman. Je vais le prendre, décida-t-il. Dans son monde à lui, les taxis existent toujours, il n'aura qu'à en prendre un. C'est un véhicule de service et j'en ai une clé. Il prit les airs et vira vers son domicile. La ville de New York n'était toujours pas revenue. De part et d'autre, il voyait des véhicules et des immeubles, des rues, des circuloirs, des enseignes. Mais au milieu, rien. Je ne peux pas pénétrer dans cette zone-là, se dit-il. Sinon je vais disparaître. Mais peut-être pas. Alors il s'enfonça dans le néant. Fumant cigarette sur cigarette, il tourna en rond pendant un quart d'heure. Puis, sans bruit, New York réapparut. Il écrasa sa cigarette, quel gaspillage au prix que cela coûtait, et fila vers son appartement. Si j'insère une étroite section opaque, réfléchit-il en ouvrant sa porte, je peux peut-être... Le fil de ses pensées fut brusquement interrompu. Quelqu'un était assis dans le fauteuil du salon et regardait un épisode de Star Trek à la télévision. « Sarah !» fit-il contrarié. Elle se leva. Elle était bien en chair mais gracieuse. « Tu n'étais plus à l'hôpital, alors je suis venue ici. J'ai toujours la clé que tu m'as donnée en mars après cette affreuse dispute. Comme tu as l'air déprimée. » Elle vint le dévisager avec inquiétude. « Ta blessure te fait souffrir à ce point ? » ?»« Non, c'est autre chose. » Il ôta sa veste, sa cravate,
sa chemise, puis ouvrit son panneau pectoral. Il s'agenouilla et enfila les Waldo, les gants permettant la manipulation à distance des micro-outils. Il s'interrompit, le temps de relever les yeux sur elle et de dire « J'ai découvert que j'étais une fourmi électrique. D'un certain point de vue, cela m'ouvre des perspectives que je suis en train d'explorer. » Il fléchit les doigts et à l'extrémité du Waldo gauche apparut un micro-tournevis rendu visible par le système agrandisseur. « Tu peux regarder si tu veux, » lui dit-il. Elle s'était mise à pleurer. « Qu'est-ce qui te prend ?» fit-il méchamment sans lever les yeux. « C'est tellement triste. On te considérait tous comme un excellent patron chez Triplan. Nous avons un tel respect pour toi. Et maintenant tout va changer. » La bande plastique comportait une marge non perforée en haut et en bas. Poole découpa une bande horizontale très étroite, puis après un temps d'intense concentration, trancha le ruban en ménageant environ 4 heures de déroulement avant qu'il ne passe sous la tête de lecture. Il disposa alors le tronçon sectionné à angle droit par rapport à cette dernière, le souda dans cette position avec un micro-outil thermique, puis recolla la bande de part et d'autre. Il venait d'insérer un temps mort de 20 minutes dans le courant continu de sa réalité. L'effet s'en ferait sentir, selon ses calculs, quelques minutes après minuit. « Es-tu en train de te réparer ?» demanda timidement Sarah. « Plutôt de me libérer, » répondit-il. Outre celle qu'il venait d'opérer, il avait en tête plusieurs autres modifications. Mais d'abord il lui fallait mettre sa théorie à l'épreuve. Un ruban vierge, sans perforation, signifiait une absence de stimuli, auquel cas, l'absence de ruban, elle... « Je n'aime pas ton expression, murmura Sarah. Elle entreprit de rassembler ses affaires, son sac, son manteau, son magazine audiovisuel. « Je m'en vais, je vois bien que tu n'as pas envie de me voir. »« Mais non, reste, je vais regarder Star Trek avec toi. » Il remit sa chemise. « Tu te rappelles autrefois quand il y avait combien, 20 ou 22 chaînes ? Avant que le gouvernement n'interdise les chaînes privées. » Elle fit un signe de tête affirmatif. Que se serait-il passé si ce poste de télé avait diffusé toutes les chaînes en même temps ? Aurions-nous pu distinguer quoi que ce soit dans ce mélange ? Je ne pense pas. Peut-être pourrions-nous apprendre à devenir sélectifs, à nous acquitter nous-mêmes du tri, afin de percevoir ce qui nous intéresse tout en rejetant le reste ? Imagine ce dont nous serions capables si notre cerveau savait recevoir 20 images différentes simultanément. Pense à la quantité de connaissances qu'il pourrait emmagasiner en une brève période. Je me demande si le cerveau humain... Il s'interrompit. Non, le cerveau humain n'en est pas capable. Reprit-il bientôt comme s'il réfléchissait à voix haute. Mais en théorie, pour un cerveau quasi organique, ce n'est pas impossible. Est-ce d'un cerveau de cette nature que tu es doté ? S'enquit Sarah. Oui, répondit Poole. Ils regardèrent le capitaine Kirk jusqu'au bout, puis allèrent se coucher. Mais Poole resta calé contre son oreiller, la cigarette aux lèvres, l'air de broyer du noir. Près de lui, Sarah s'agitait nerveusement en se demandant pourquoi il n'éteignait pas la lumière. 11h50. Ça n'allait plus tarder maintenant. « Sarah, j'ai besoin de ton aide, dit-il. Dans quelques minutes, il va m'arriver quelque chose de bizarre. Ça ne durera pas, mais je voudrais que tu m'observes avec soin. Vois si je... » Il esquissa un geste. « Si je subis des transformations, si je parais m'endormir, si je prononce des paroles insensées ou... » Il avait envie de dire « si je disparais », mais se retint. « Je ne te ferai sans doute aucun mal, mais je préférerais te savoir armé. Tu as ton revolver anti-agression ? Il est dans mon sac. » Tout à fait éveillée à présent, elle s'assit dans le lit et le contempla avec un effroi non dissimulé. La lumière de la lampe tombait sur ses épaules hâlées, mouchetées de taches de rousseur. Poole alla chercher l'arme. Soudain la chambre se figea. Puis les couleurs commencèrent à s'estomper.
Les objets s'amenuisèrent jusqu'à se dissoudre dans les ombres telles des volutes de fumée. Les ténèbres s'épaissirent, et les contours se firent de plus en plus indistincts. Ce sont les derniers stimuli qui disparaissent, se dit Poole. Il plissa les yeux, essayant de distinguer quelque chose. Il voyait à peine Sarah Benton assise dans le lit, mais en 2 dimensions, comme un découpage en forme de poupée qu'on aurait posé là, et qui s'évanouissait peu à peu. Des bouffées de substances dématérialisées jaillissaient de manière aléatoire, comme des nuages instables. Les éléments se rassemblaient, se dissociaient, puis se reconstituaient. Enfin se dissipèrent les dernières traces de chaleur, d'énergie et de lumière. La pièce s'effondra sur elle-même, comme hermétiquement isolée de la réalité. À ce stade, le noir absolu remplaça toute chose. C'était un espace dénué de profondeur, qui ne ressemblait pas à la nuit, mais qui avait quelque chose de rigide, de résistant. En outre, Poole n'entendait plus rien. Il voulut toucher quelque chose, mais il n'avait plus de main pour toucher. La conscience qu'il avait eue jusque-là de son propre corps avait disparu en même temps que le reste de l'univers. Même s'il avait encore possédé des mains, elle n'aurait rien eu à toucher. Je ne me suis pas trompé quant au fonctionnement de la bande perforée, se dit-il, employant une bouche qui n'existait pas pour se communiquer un message inaudible. Cela prendra-t-il bien fin dans 10 minutes, s'interrogea-t-il. Ai-je également eu raison sur ce point? Il attendit, en sachant intuitivement que la notion du temps avait disparu en même temps que le reste. Rien d'autre à faire qu'attendre, comprit-il, en espérant que ça ne durera pas trop longtemps. Histoire de mesurer le temps qui passait, il résolut de composer mentalement une encyclopédie. Je vais dresser la liste de tout ce qui commence par un A. Voyons. Abricot. Automobile. Accès. Atmosphère. Atlantique. Aspic. Annonce. Et ainsi de suite, les termes défilant dans son esprit hanté par la peur. D'un seul coup, la lumière revint. Il gisait sur le divan du salon, et un pâle soleil entrait par l'unique fenêtre. 2 hommes penchés sur lui, les mains pleines d'outils. Des techniciens d'entretien, comprit-il. Ils m'ont réparé. Il a repris connaissance, dit l'un des techniciens qui se redressa et s'écarta. Sarah Benton vint se tenir à sa place. Elle tremblait d'inquiétude. « Dieu merci !» s'écria-t-elle, en soufflant une haleine humide dans l'oreille de Poole. « J'ai eu si peur. J'ai fini par appeler Mr. Danceman pour... » « Que s'est-il passé ?» coupa durement Poole. « Commence par le commencement et au nom du ciel parle posément, que je puisse bien tout assimiler. » Sarah se domina, prit le temps de se frotter le nez, puis lança d'une voix blanche. « Tu as perdu connaissance. Tu étais là comme mort. J'ai attendu jusqu'à 2h30 et tu ne bougeais toujours pas. J'ai téléphoné à Mr. Danceman, que j'ai malheureusement réveillé, et il a appelé des réparateurs de fourmis électriques. Je veux dire d'organorobes. Ils sont arrivés vers 4h45 et n'ont pas cessé de travailler depuis. Il est maintenant 6h15 du matin. Je suis gelée et j'ai envie d'aller me coucher. Je ne pourrai pas aller au bureau aujourd'hui, vraiment pas. » Elle se détourna en reniflant. Ce bruit agaça Poole. Un des techniciens en tenue déclara « Vous avez tripoté votre bande réalité ?»« En effet, » dit Poole. « Pourquoi le nier ? Ils avaient dû trouver le morceau de bande non perforé collé en travers. Mais je n'aurais pas dû rester si longtemps inconscient. Je n'avais inséré qu'un morceau d'une dizaine de minutes, ajouta-t-il. Il a bloqué le déroulement de la bande, expliqua le technicien. Et elle a cessé d'avancer. Le mécanisme s'est automatiquement déconnecté pour éviter que la bande ne se déchire. Qu'est-ce qui vous a pris de toucher à ça? Ne saviez-vous donc pas ce que vous risquiez? Je n'étais pas trop sûr. Mais vous en aviez une idée assez précise? Poole rétorqua d'un ton acide. C'est bien pour ça que je m'y intéresse. Votre facture s'élèvera à 95 frogs, dit l'homme. Payable à tempérament, si vous le désirez. Très bien, acquiesça Poole. Il s'assit, un peu étourdi,
se frotta les yeux et fit la grimace. Il avait mal à la tête et son estomac lui semblait absolument vide. « Limez un peu l'épaisseur de la bande la prochaine fois », lui dit le premier technicien. « Ainsi ça ne se coincera pas. » Il ne vous est pas venu à l'idée qu'il pouvait y avoir une sécurité ? Qu'arrive-t-il, articula méticuleusement Poole à voix basse, s'il ne passe pas du tout de bande sous la tête de lecture, si la cellule photographique ne rencontre pas d'obstacle? Les techniciens échangèrent un rapide coup d'œil. L'un d'eux répondit « Tous les neurocanaux entrent en surcharge et on provoque un court-circuit. » Ce qui veut dire ? Ce qui veut dire que tout le mécanisme grille. J'ai examiné le circuit, reprit Poole. Le voltage n'est pas assez élevé pour provoquer un tel résultat. Le métal ne fond pas face à d'aussi faibles charges électriques, même si les bandes sont en contact. J'ai mesuré environ 1 millionième de watt dans un conducteur au césium d'à peu près 15 mm de long. Admettons qu'il y ait 1 milliard de combinaisons possibles à un instant donné en fonction des perforations de la bande. Le total du courant de sortie n'est pas cumulatif. Son intensité dépend du débit de la batterie pour tel module, et ça ne va pas très loin, même quand tout fonctionne en même temps. Pourquoi mentirions-nous ? Fit l'un des techniciens avec lassitude. Et pourquoi pas ? Je tiens une chance d'expérimenter la totalité. D'un coup. De connaître l'univers dans son intégralité. D'être momentanément en rapport avec toute la réalité. Ce qui est impossible aux humains. Ce serait comme si une partition de symphonie avec toutes ses portées pénétrait dans mon cerveau en dehors du temps, toutes les notes, tous les instruments résonnant à la fois. Et non pas une, mais toutes les symphonies. Vous comprenez ? Vous allez griller, dirent les deux techniciens en chœur. Je ne crois pas. Sarah intervint. Veux-tu une tasse de café ? Oui, dit-il. Il posa ses pieds glacés sur le sol et frissonna. Enfin, il se leva. Il avait mal partout. Ils m'ont laissé allongé sur le divan toute la nuit, se rendit-il compte. Quand même, ils auraient pu se débrouiller autrement. À la table située dans un angle au fond de la cuisine, Garson Poole buvait son café face à Sarah. Il y avait longtemps que le réparateur était parti. « Tu ne vas plus tenter d'expérience sur toi-même, j'espère », fit Sarah d'un ton attristé. « Ce que j'aimerais, » répondit-il d'une voix grinçante, « c'est maîtriser le temps, inverser son cours. Je vais couper un bout de bande, songea-t-il, et le recoller la tête en bas. Ainsi les séquences causales défileront-elles dans l'autre sens. Sur quoi je descendrai à reculons du toit terrasse, jusqu'à ma porte dont je pousserai le battant verrouillé, et toujours à reculons, et j'irai prendre dans l'évier une pile d'assiettes sales. Je m'assoirai devant elle à cette table, je les remplirai en régurgitant, et je stockerai le résultat au réfrigérateur. Le lendemain, j'en tirerai cette nourriture. Je l'emballerai dans des sacs que je porterai au supermarché. Là, je la répartirai dans les rayons. Enfin, à la caisse, on me versera en échange de l'argent puisé dans le tiroir. Les aliments seront conditionnés avec d'autres dans de grands sacs en plastique, expédiés vers les usines hydroponiques de l'Atlantique pour y regagner des arbres, des buissons ou des corps d'animaux morts, ou pour être enfoncés dans le sol. Mais qu'est-ce que cela prouverait ? Ce serait simplement comme un film qui se déroule à l'envers. Je ne serais pas plus avancé qu'à présent, et c'est insuffisant. Ce que je veux, comprenait-il à présent ? C'est la réalité ultime, absolue, l'espace d'une microseconde. Après cela, rien n'aura plus d'importance puisque tout me sera connu. Il ne restera plus rien à comprendre ou à voir. Je pourrais tenter une ultime modification. Avant d'essayer de couper la bande, je vais y percer de nouveaux trous pour voir ce que ça fait. Ce sera intéressant, puisque j'ignorerai à l'avance la signification de mes propres perforations. Avec la pointe d'un micro-outil, il perça plusieurs trous au hasard, aussi près que possible de la tête de lecture. Il n'avait pas envie d'attendre. « Je me demande si tu t'en apercevras », dit-il à Sarah. Selon ses calculs, c'était peu probable. « Il se peut que quelque chose se manifeste, » reprit-il. « Je tenais à t'avertir, pour t'éviter d'avoir peur. »« Oh, mon Dieu !» fit-elle d'une voix grêle.
Il consulta sa montre. 1 minute passa. Puis 2, 3. Alors, au centre de la pièce apparut un vol de canards vert et noir. Ils cancanèrent avec entrain, puis ils quittèrent le sol pour aller battre des ailes contre le plafond, où ils formèrent une masse grouillante de plumes tant ils s'efforçaient instinctivement de prendre leur envol. Des canards, fit Poule émerveillé. J'ai percé un trou correspondant à un vol de canards sauvages. Voici qu'un autre phénomène se produisait. Un banc de jardin public apparut, où était assis un vieillard en haillons, lisant un journal déchiré, tout froissé. Il leva un instant les yeux, distingua vaguement Poule, lui adressa une ébauche de sourire, découvrant un dentier mal ajusté, puis se replongea dans son journal replié en 2 et se remit à sa lecture. « Tu le vois ?» demanda Poule à Sarah. « Et les canards ?» Au même instant, canards et clochards disparurent. Il n'en resta pas une trace. L'intervalle comprenant les perforations responsables de leur manifestation avait passé rapidement. « Il n'était pas réel, dit Sarah, n'est-ce pas? Mais alors comment? Toi non plus tu n'es pas réel, lui dit-il. Tu n'es qu'un stimulus sur ma bande réalité. Une perforation qu'on peut très bien obturer. As-tu également une existence dans une autre bande réalité, ou dans une réalité objective? » Il l'ignorait et n'aurait su le dire. Peut-être Sarah n'en savait rien elle-même. Peut-être existait-elle sur 1000 rubans de réalité. Peut-être figurait-elle sur tous les rubans jamais fabriqués. Si je coupe la bande, poursuivit-il, tu seras partout et nulle part. Comme le reste de l'univers. Du moins dans la conscience que j'en ai. Sarah balbutia. Je suis réelle. Je veux te connaître entièrement, dit Poule. Et pour cela, il faut que je coupe la bande. De toute façon, je le ferai un jour. C'est inévitable. Alors pourquoi attendre, se demanda-t-il. Et puis, reste toujours la possibilité que Danseman ait informé mon fabricant, qu'on prenne des mesures pour me détourner de mon projet, parce que je mets peut-être en danger un de leurs biens matériels. Moi. Tu me fais regretter de ne pas être allé au bureau en fin de compte, dit Sarah, à qui une grimace de chagrin donnait des fossettes. Eh bien, vas-y, dit Poule. Je ne veux pas te laisser seule. Ne t'inquiète pas pour moi. Si, justement. Tu vas te débrancher, ou je ne sais quelle autre bêtise, te tuer parce que tu as découvert que tu étais une fourmi électrique, et non un être humain. Il acquiesça après une pause. Possible. Ça se résumait peut-être à cela, finalement. Et je ne peux pas t'en empêcher. Non, confirma-t-il. Alors je reste, fit Sarah, même si je suis impuissante. Parce que si je m'en vais et que tu te tues, je passerai le reste de ma vie à me demander ce qui serait arrivé si j'étais restée. Tu comprends? Il fit un signe affirmatif. Allez, vas-y, dit Sarah. Il se leva. Ce n'est pas de la douleur que je vais éprouver, la prévint-il, même si tu en as l'impression. N'oublie pas que les robots organiques n'ont que peu de systèmes sensitifs. Au lieu de cela, j'éprouverai ce qui peut exister de plus intense en matière de... Ne m'en dis pas plus, coupa-t-elle. Fais-le, ou dis-toi qu'il est encore temps de renoncer. Maladroitement, parce qu'il avait peur, il enfila les micro-gants et saisit un outil minuscule, une lame acérée. Je vais sectionner une bande qui circule sous mon panneau pectoral, annonça-t-il en regardant l'écran de l'agrandisseur. Il leva la lame d'une main tremblante. Dans 1 seconde ce sera fait, se dit-il. Fini, et j'aurai encore le temps de ressouder les extrémités, se rendit-il compte. 1 demi-heure au moins, si je change d'avis. Il trancha la bande. Sarah le considérait d'un œil craintif. Elle murmura. Il ne s'est rien passé. J'ai un délai de 30 à 40 minutes. Il se rassit à la table après s'être débarrassé des gants de manipulation. Il nota que sa voix tremblait. Sans nul doute, Sarah avait dû s'en apercevoir, et il s'en voulut de l'avoir effrayée. « Je suis désolé, » dit-il irrationnellement. Il avait envie de lui présenter des excuses. « Tu devrais peut-être t'en aller, » ajouta-t-il pris de panique. Il se remit debout. Elle en fit autant machinalement comme pour singer son attitude. Elle restait plantée là, défigurée par l'angoisse, le sein palpitant.
Oui, va-t'en, fit-il d'une voix pâteuse. Retourne au bureau où tu devrais être déjà. Où nous devrions être tous les deux. Je vais recoller les deux bouts de la bande, se disait-il. La tension est trop forte pour moi. Il allongea les mains vers les gants et les enfila tant bien que mal sur ses doigts raidis. En examinant l'agrandisseur, il vit le rayon de la cellule photoélectrique qui pointait vers le haut, droit sur la tête de lecture. Au même instant, le bout de la bande disparaissait sous la tête de lecture. Il comprit aussitôt. Trop tard. La bande est passée. Mon Dieu, songea-t-il, venez-moi en aide. La bande s'est déroulée plus vite que prévu. Donc c'est pour maintenant. Il vit des pommes, des pavés et des zèbres. Il sentit une source de chaleur, le grain soyeux d'un tissu. Les vaguelettes de l'océan lui léchèrent les pieds et un grand vent du nord le bouscula comme pour l'entraîner quelque part. Sarah était partout autour de lui, de même que Danseman. New York irradiait dans la nuit et les squibs fonçaient, bondissaient dans le ciel nocturne et aussi diurne, dans l'inondation comme dans la sécheresse. Un morceau de beurre se liquéfiait sur sa langue en même temps que l'assaillaient des odeurs et des saveurs ignobles. Une amère présence de poison, de citron et de brins d'herbe estivaux. Il se noya, il tomba. Il reposa entre les bras d'une femme dans un grand lit blanc qui en même temps émettait un bruit perçant, la sonnette d'alarme d'un ascenseur en panne dans l'un des vieux hôtels décrépits du centre-ville. Je vis, j'ai vécu, je ne vivrai jamais, se disait-il. Et en même temps que les pensées lui venaient tous les mots, tous les sons. Des insectes crissaient en filant dans les airs et il sombra à demi dans un corps complexe constitué d'éléments homéostatiques, quelque part dans les labos de Triplan. Il voulait dire quelque chose à Sarah. Il ouvrit la bouche et tenta de parler, d'enchaîner des mots bien précis choisis dans la masse gigantesque de vocables qui lui illuminaient le cerveau et lui faisaient subir la brûlure de la signification ultime. Sa bouche aussi le brûlait. Il se demanda pourquoi. Pétrifiée, le dos au mur, Sarah Benton rouvrit les yeux et vit une spirale de fumée sortir des lèvres entr'ouvertes de Poole. Puis le robot tomba à quatre pattes et lentement s'effondra en tas, désarticulé. Elle comprit sans avoir besoin de l'examiner qu'il était mort. Poole s'est suicidé, comprit-elle. Et puis, il ne pouvait éprouver de douleur, il l'a déclaré lui-même. Ou du moins très peu, un soupçon peut-être, quoi qu'il en soit, c'est fini maintenant. Il faut que j'appelle Danseman, que je lui rapporte ce qui est arrivé. Toujours ébranlée, elle alla au phone et composa le numéro de mémoire. Il pensait que j'étais un stimulus sur sa bande réalité, se dit-elle. Donc que je mourrais en même temps que lui. Comme c'est étrange. Pourquoi s'est-il imaginé cela ? Il n'avait jamais été vraiment connecté au monde réel. Il avait vécu dans un monde électronique qui n'appartenait qu'à lui. Quelle bizarrerie. « Allô, monsieur Danseman ?» dit-elle une fois la communication établie. « Poole n'est plus. Il s'est détruit sous mes yeux. Il faudrait que vous veniez. » Ainsi nous en sommes enfin libérés. « Oui. C'est bien, non ?» Danseman répondit. « J'envoie 2 hommes de l'atelier. » Il vit derrière elle la silhouette de Poole gisant près de la table de cuisine. « Rentrez chez vous et prenez du repos, ordonna-t-il. Tout cela a dû vous épuiser. » En effet, je vous remercie, Mr. Danseman. Elle raccrocha et resta quelques instants hésitante. Puis quelque chose la frappa subitement. Mes mains, songea-t-elle. Elle les leva à la hauteur de ses yeux. Comment se fait-il que je vois à travers ? Les murs de la pièce perdaient à leur tour de la netteté. Tremblante, elle recula jusqu'aux robes inertes et s'immobilisa à ses côtés, ne sachant que faire. Elle voyait le tapis à travers ses jambes. Puis lui aussi devint flou, et elle distingua à travers d'autres couches inférieures de matière en pleine désintégration. Peut-être que si j'arrive à recoller les 2 bouts de la bande, réfléchit-elle. Mais elle ne savait pas comment s'y prendre. Et déjà la silhouette de Poole se faisait imprécise. Le vent du petit matin soufflait autour d'elle. Elle ne le sentit pas.
Elle commençait à ne plus éprouver de sensations. Le vent continuait à souffler. La fourmi électrique, de Philippe Cadic. Lu par André Abrusque. Nouvelle choisie par Noël Simsolo. Conseillère littéraire, Caroline Oisana. Prise de son, montage et mixage, Manuel Couturier et Élise Le. Musique originale, Mathilde Malène et Vincent Torgman. Saxophone, Quentin Rollet. Assistante à la réalisation, Manon Dubus. Réalisation, Benjamin Habitant. Je suis vivant et vous êtes mort. Philippe Cadic, 1928-1982, d'Emmanuel Carrère. Extrait lu par Léo Antonin Lutinier. Le 16 décembre 1928, à Chicago, Dorothy Kindred, épouse Dick, donna naissance à un couple de jumeaux, prématurés de 6 semaines et tous deux maigrichons. On les appela Philippe et Jane. Par ignorance, semble-t-il, parce qu'elle n'avait pas assez de lait pour les deux et que personne, proche ou médecin, n'avait pour compléter leur régime suggéré des biberons, leur mère les laissa souffrir de la faim pendant les premières semaines de leur vie. Le 26 janvier, Jane mourut. Elle fut enterrée au cimetière de Fort Morgan, Colorado, d'où venait sa famille paternelle. À côté de son prénom, on fit graver sur la stèle celui de son frère survivant, avec la date de leur naissance, puis un tiret, puis un espace vacant. Peu de temps après, les Dick partirent pour la Californie. Sur les rares photos de famille, Edgar Dick a le visage en lame de couteau, le costume croisé et le feutre qu'on voit aux agents du FBI dans les films sur la prohibition. Il était bien fonctionnaire fédéral, mais au département de l'agriculture. Sa tâche consistait à contrôler que le bétail déclaré comme abattu par les fermiers l'avait effectivement été, et le cas échéant, à l'abattre lui-même. On touchait une prime par animal tué. Il y avait des fraudes. Il vadrouillait au volant de sa Buick dans des campagnes appauvries par la dépression, parmi des gens râpés et méfiants, capables d'agiter haineusement au nez d'un contrôleur le rat qu'il faisait cuire sur un brasero de fortune. Son réconfort dans ces tournées était de rencontrer d'anciens combattants comme lui. Engagé volontaire, il avait rapporté de sa guerre en Europe des souvenirs héroïques, le grade de sergent et un masque à gaz qu'il sortit un jour de son étui pour amuser son petit garçon âgé de 3 ans. Mais Phil ne fut pas amusé. Devant les yeux ronds et opaques, la trompe de caoutchouc noir qui pendouillait sinistrement, il hurla de terreur, croyant qu'un monstre, un insecte géant, avait remplacé son père. Il avait 5 ans lorsque ses parents divorcèrent, sur l'initiative de Dorothy, qui avait obtenu d'un psychiatre que l'enfant ne souffrirait pas de la séparation. Il devait s'en plaindre toute sa vie. Edgar aurait voulu ne pas couper les ponts, mais ses premières visites furent si froidement reçues qu'il se découragea et partit pour le Nevada. De son côté, poussé par l'espoir d'un travail plus intéressant et mieux payé que le secrétariat où elle végétait, Dorothy s'établit avec son fils à Washington. Ils y passèrent 3 années affreuses. Phil était trop petit à Chicago pour se rappeler autre chose que le climat béni de la côte ouest et découvrit avec une douloureuse stupeur la pluie, le froid, la pauvreté, la solitude. En 1938, Dorothy trouva un poste à l'Office des forêts de Californie, qu'hébergeait le campus de Berkeley. Après l'exil à Washington, mère et fils respiraient de nouveau. Ils se sentaient à la fois chez eux et au centre du monde, comme quiconque habitait Berkeley depuis plus d'1 semaine. Une fois qu'on y était, il semblait qu'aucun endroit n'existât sur Terre. Phil aimait moins l'école, mais souffrait de crises d'asthme et de tachycardie, qui lui permettaient de manquer souvent et même lorsqu'il n'en souffrait pas, Dorothy couvrait complaisamment ses absences, le laissait traînailler à la maison. Elle se réjouissait au fond qu'il ressemble si peu à son père, qu'il dédaigne les sports, les chahuts et toutes ces âneries collectives bonnes à former de grands dadais d'Américains moyens. À l'évidence, il était de son côté à elle, du côté des artistes, des albatros que leurs ailes de géants empêchent de marcher.
À 12 ans, il aimait déjà ce qu'il aimerait toute sa vie. Écouter de la musique, lire et taper à la machine. Il se faisait offrir par sa mère des disques classiques, des 78 tours au début, et développa le talent, dont ni l'un ni l'autre n'était peu fier, d'identifier au bout de quelques mesures n'importe quel opéra, symphonie, concerto, qu'on jouait ou même fredonnait devant lui. Il collectionnait des magazines illustrés où, sous couvert de vulgarisation scientifique, il était question de continents engloutis, de pyramides maudites, de navires mystérieusement perdus dans la mer des Sargasses. Des épithètes évocatrices leur tenaient lieu de titre. Astounding, amazing, unknown. Mais il lisait aussi les récits d'Edgar Allan Poe et de H.P. Lovecraft, le reclus de Providence dont les héros affrontaient des abominations tellement monstrueuses qu'ils ne pouvaient les décrire. Très tôt, il commença d'imiter ces modèles. À Washington, il avait griffonné quelques poèmes lugubres, évoquant un chat qui dévorait vif un oiseau, une fourmi qui traînait la dépouille d'un bourdon, une famille éplorée qui enterrait un chien aveugle. La dactylographie libéra son inspiration. Dès qu'il en posséda une, il devint un virtuose de la machine à écrire. Personne, d'après ceux qui l'ont connu, ne pouvait taper si vite et si longtemps. Les touches semblaient aller à la rencontre de ses doigts. En 10 jours, il boucla son premier roman, une suite au voyage de Gulliver, dont le manuscrit se perdit. Ses premiers textes publiés, des contes macabres inspirés de Poe, le furent dans la rubrique « Talent en herbe » de la Berkeley Gazette. Le responsable littéraire de ce magazine, qui signait Tante Flo et en tenait pour le réalisme la ligne Tchekhov-Nathanael West, l'exhortait à écrire sur ce qu'il connaissait, la vie de tous les jours, les petits détails vrais, et à tenir en laisse son imagination. S'estimant incompris, Phil fonda son propre journal, dont il était le seul rédacteur. Je n'espère susciter qu'une approbation distraite en jugeant prémonitoire le titre de ce journal, The Truth. La pétition de principe ouvrant son unique numéro, nous promettons de n'écrire ici que ce qui, sans aucun doute possible, est la vérité. Et le fait que cette vérité intransigeante ait revêtu la forme d'aventure intergalactique, fruit des rêvasseries d'un piscopie de 13 ans. Je suis vivant et vous êtes mort, Philippe Cadic, 1928-1982, est publié aux éditions du Seuil.